sais pas si vous avez des questions. Peut-être que vous n'en avez aucune. Est-ce que vous avez juste jasé de la pluie et du beau temps? Puis non, vous avez des questions? OK. Ben, moi, je sais qu'au Québec, on aime beaucoup parler de la pluie et du beau temps. Alors, on va commencer avec une question en arrière ici. Alors, dans le groupe, nous nous posions la question suivante. Une congrégation est en train de travailler un plan de communication et envisage un comité de communication. Est-ce que c'est le comité qui, dans son mandat, va recevoir le fait c'est à ce comité que nous enverrons toutes les communications de la congrégation pour l'extérieur, par exemple? C'est certainement celui qui va définir les stratégies, qui va voir ce dont elles veulent mettre en valeur ou en évidence et qui vont, dans cette stratégie-là, identifier aussi les moyens qu'elles vont vouloir utiliser. Maintenant, comment le partage des tâches va se faire à partir de là, les formes peuvent être très variées. Mais ce que l'on craignait, c'était l'obligation de la centralisation des communications. C'était une question. Est-ce que c'est une crainte ou une question? Est-ce que vous craignez? Oui. C'est vraiment oui, parfait. Bon, et la sous-question était, et dans une communauté, dans une congrégation internationale, est-ce que le comité va avoir forcément les personnes de chaque pays dans son comité, ou va-t-elle avoir sur place une personne qui est en lien avec le comité? Bon, question. Je vais tenter une première réponse. Moi, spontanément, je vous dirais, parce que quand les communautés ont plusieurs régions, elles n'appartiennent pas qu'à une seule région, je pense qu'il y a une stratégie d'action générale, je pense qu'il faut comme adopter. Je pense que, pour moi, en tout cas, à première vue, le premier groupe de travail doit être capable de décortiquer un peu la stratégie d'action à mettre de l'avant. Mais je pense qu'il y a une délégation qui doit se faire parce que chaque milieu a quand même son ancrage, sa réalité, les conditions sociales ne sont pas les mêmes. Et je pense qu'il faut donner... tu sais, ça me fait penser à l'histoire des commissions scolaires puis des écoles. Tu sais. Est-ce qu'on veut que les commissions scolaires prennent toutes les décisions ou on veut redonner un certain pouvoir aussi aux écoles pour qu'elles soient capables elles-mêmes d'organiser leur propre milieu de vie? Alors, oui, on a probablement besoin d'avoir une stratégie globale. Donc, il peut y avoir des gens qui vont travailler sur ça spécifiquement. Mais moi, personnellement, je serais portée à croire qu'il faut que ça ait un ancrage dans les milieux par la suite. Donc, quelque part, il peut y avoir des sous-groupes là, ou de travail qui vont s'exercer à partir de là. Je ne sais pas, Jonathan, si ça a moi, du bon sens. Ma grande interrogation, c'est également le... Je ne connais pas les moyens de la communauté. Dans un monde parfait, si on parle d'un monde parfait, il y aurait des représentants des différentes régions dans la mise à plat des idées pour la stratégie. Puis ça peut se faire par Skype, là, on s'entend que ce n'est pas toujours. Mais je pense que si on ne va pas chercher, il y a le mot incarné, je ne sais pas si vous le connaissez, il y a quelque chose il faut que ça soit organique. Il faut que ça vienne du terrain parce que techniquement, ce qu'on va sûrement vouloir faire, c'est communiquer de toute façon avec le terrain, puis on va vouloir que le terrain communique avec nous. Il faut créer d'avance ces réseaux de communication-là internes avant même de penser à faire de l'externe. Je peux comprendre la crainte de la centralisation également, déjà parce que ça peut désenchanter ou désintéresser beaucoup de gens sur le terrain, de dire, on sait bien, de toute façon, c'est à la maison mère, ou de toute façon, c'est Médecins du Monde France qui décide, fait que même si je suis en Haïti puis je travaille pour eux, c'est eux. Donc, il faut éviter ça. Dans une gestion de risque en communication, on va évaluer tous les risques, puis un des risques dans ce cas-là, c'est de dire, comment on s'assure que la voix des gens est vraiment entendue déjà à l'interne. Il y a une facilité à centraliser les choses. Donc, ça peut être tentant et parfois, ça peut valoir la peine, c'est sûr,
de centraliser, que l'information vienne avec des antennes, là, des gens relais, des relais de communication que j'appelle un peu partout, et qui sont vraiment constamment en communication avec le comité, avec l'équipe, le comité de communication. Ça, c'est très sain, parce que ça veut dire que l'information arrive, elle est brassée, elle est retransmise à d'autres, ou elle est même partagée. Éventuellement, il y a même des plateformes qui font que les gens peuvent vraiment eux-mêmes mettre leurs propres informations, et on n'a pas à passer par un plateau central. Je pense qu'à un moment donné, le côté central de la chose est bon pour donner l'impulsion, pour donner l'envie, pour rappeler que c'est important. Parce que je ne sais pas pour vos communautés dans d'autres pays, ou même dans d'autres provinces, dans d'autres régions du monde, mais moi, quand je travaillais avec l'Arche, puis qu'on m'envoyait en Côte d'Ivoire, à Bouaké, pour travailler sur des trucs, quand j'arrive là-bas, évidemment, les gens sont contents de me recevoir. Oui, c'est super, mais l'idée même de devoir communiquer sur leur réalité pour des gens au Canada, je ne sais même pas pourquoi ce serait important. Fait que je pense qu'on a besoin de cette impulsion-là centrale de dire non, c'est vraiment important. On veut vraiment savoir ce que vous êtes en train de vivre. Puis ça peut venir je dis la tête, ce n'est pas le bon terme, là, mais ça peut venir d'une équipe de leadership fort qui dit ça nous intéresse ce que vous êtes en train de vivre. Parce que malheureusement, naturellement, chaque satellite est moins porté à dire hey, je suis vraiment important, regardez ce que je fais. T'sais. Surtout si vous avez un charisme qui est habituellement, qui vous demande de ne pas trop prendre parole, de vous effacer puis dans le travail et tout. Ben, là, on dit non, 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 on veut vous entendre. Je pense que c'est un processus qui doit être fait avant même le plan de communication. En tout cas, je ne vous dis pas d'arrêter votre travail de plan de communication, mais définitivement, pour la remouture ou même tout de suite intégrer la parole des gens, pas juste pour dire « Ah, parce qu'on veut vos anecdotes de vie », mais vraiment, qu'est-ce que vous aimeriez dire, vous? Vous le vivez comment? Le post-guerre Bouaké 2011-2012, c'est quoi la situation pour les personnes handicapées? On veut vraiment le savoir. Vous comprenez? Donc, c'est vraiment, je pense, d'intervertir cette façon de communiquer avec les gens avant même de créer nos plans de communication. Là. Si ça ne répond pas, vous avez le droit aussi de... Une autre table aurait une question à nous proposer? Oui. Je me situe surtout ici à Québec, par exemple, où il y a une indifférence religieuse. Mais nous sommes encore des communautés vivantes. Mais comment donc accrocher et réveiller ces groupes cibles, surtout les jeunes aujourd'hui qui abandonnent la chose religieuse? Quel message fort trouver? Comment les accrocher? Là, vraiment, ça tourne dans nos têtes. Moi, ma première réponse, ce serait de dire que pensez-vous qu'ils veulent entendre? Et si on peut trouver ce que sont leurs besoins, on va probablement être capable de transmettre quelque chose de qui on est et qui pourrait les interpeller. Mais si on ne sait pas ce qu'ils veulent entendre, ça devient difficile. Mais ce n'est pas impossible. Mais on sait aussi qu'on est dans un contexte, un environnement laïque très fort. Donc, et qu'il y a beaucoup d'engagement communautaire de la part des jeunes, il ne faut pas l'oublier, qui sont déjà très engagés, plusieurs d'entre eux, dans toutes sortes de causes, qu'elles soient écologiques, au niveau de la justice sociale, de la paix. Plusieurs d'entre eux ont déjà des réseaux. Et ces réseaux-là parlent. Donc, peut-être qu'on a quelque chose à recevoir de ces réseaux-là et peut-être que ça peut nous aider, nous, à savoir aussi comment communiquer et quoi communiquer avec eux. Ils ont peut-être quelque chose à nous apprendre aussi. Spontanément, c'est un peu la première réflexion qui me vient. J'ajouterais, mais je sais, avez-vous un commentaire? Ajoutez-le, allez-y. Bien, moi, je trouve que c'est pas facile, là, c'est sûr, mais aussi, ça, connaître leurs besoins. Mais qu'est-ce qu'on a à offrir? Et si on part
de l'action, de la mission ou du charisme? Notre axe, quel est notre axe de communication qu'on veut transmettre? Si on parle du charisme, comment notre charisme va rejoindre, on veut rejoindre des cibles. Les jeunes, on sait qu'on n'est plus dans le réseau d'un côté. Les personnes âgées, les baby boomers, on est plus dans cette catégorie-là, peut-être, certaines. Mais il faut toujours se poser, les rejoindre, quoi offrir et comment l'offrir. Pour pas qu'on soit pris, on l'offre, on n'est plus avec ça. Des fois, c'est dangereux d'être pris Si on avec. offre quelque chose qu'on ne peut pas offrir, qu'on ne peut offrir. pas donner. C'est tellement pertinent. Je suis désolé, j'ai toujours des envolées parce que ça me fait penser à plein de choses. Mais si on est dans la salle ensemble et vous avez chacune 1 heure pour vous présenter. Si pendant 1 heure, vous me parlez de vous, il y a de fortes chances que j'arrête de vous écouter. C'est pas contre vous, là. Mais je veux dire, si vous prenez maximum 10 minutes sur la période de 1 heure pour parler de vous, je vais peut-être vous suivre. Donc, on a ce réflexe de dire, puisque ce qu'on fait est grand, puisque ce qu'on fait est beau, c'est important que les gens comprennent ce qu'on est en train de vivre ou ce qu'on fait. Moi, je le crois, mais il n'y a personne qui est capable de recevoir juste des messages comme ça, de regarder comme je suis beau, tu sais, avec un drapeau, là, puis regarder comme on est beau, puis regarder comme on est fin, puis c'est vraiment important ce qu'on fait. Donc, qu'est-ce qui fait que pendant 1 heure, je pourrais vous parler et vous intéresser tout en vous transmettant des messages? Bien là, il y a plein de façons. Et c'est là qu'on peut se dire, OK, moi, dans la vie, je veux vraiment que vous reteniez, à la fin de ce 1 heure, que la vie en communauté est une vie riche de sens. OK, bien tout d'abord, ce n'est pas moi qui vais vous parler pendant 1 heure. Je vais vous amener du monde qui l'ont vécu, qui le vivent au quotidien, de tout groupe d'âge, selon à qui je m'adresse. Ensuite, peut-être que je vais laisser parler les autres. Peut-être que je vais dire, OK, moi, c'est ce que je veux vous apporter. Parfait. Exactement la question que vous avez posée. Qu'est-ce que vous avez envie de recevoir devant moi? Moi, je suis là pendant 1 heure à parler devant vous, mais la vraie question, c'est, OK, mais pourquoi je suis là? J'ai quelque chose à offrir? Oui, on a tous quelque chose à offrir, fondamentalement. Fait que là, il faut le trouver. C'est quoi le cœur? C'est quoi le charisme? Et puis après, on trouverait les mots, on trouverait les images et tout, mais vous, qu'est-ce que vous voulez recevoir? Puis déjà, à la base, de dire « je veux rejoindre les jeunes », malheureusement, le gars de com en moi vous dirait... c'est tellement québécois, ça se passe au-dessus rapidement, je suis désolé. Quel jeune? C'est parce que déjà, les jeunes en soi, là, c'est tellement large. Je me dis, OK, mais lesquels? Ceux qui sont au secondaire, ceux qui sont au cégep, ceux qui sont à l'université, ceux qui ne sont pas à l'école, les décrocheurs, les jeunes de la rue, les jeunes qui viennent de familles plus bourgeoises dans Outremont, les gens qui viennent de Saint-Michel. Fait qu'il y a déjà façon, et facilitez-vous la tâche. Première question à se poser, c'est, mon public cible, est-ce qu'il est bien défini? Puis ça se peut que si vous me dites, les jeunes 18-30 ans, je vous dise, parfait, bien, vous parlez à 250 000 personnes. Est-ce qu'il y a un message qui peut parler à 250 000 personnes? Difficilement, à part un Martin Luther King ou quoi. Donc, en vérité, c'est aussi de revenir en arrière pour se dire, OK, mais les jeunes à qui je m'adresse, ils viennent de quel milieu, ils parlent quelle langue, qu'est-ce qu'ils aiment dans la vie. Fait que c'est toujours de décortiquer ce public cible-là, avant tout. Puis plus on le décortique, plus on a de l'information sur lui. Plus on comprend, OK, mais ça, c'est des jeunes qui aiment vraiment beaucoup se retrouver dans des parcs, faire tel type de fête. Quand ils s'engagent dans des manifestations anarchistes pour réclamer des droits de scolarité plus bas. Et toutes ces informations-là nous permettent de mieux communiquer avec ces gens-là. Et nous permettent de se dire, OK, parfait, moi, ce que je veux transmettre, c'est que la vie en communauté, c'est une plus-value pour notre société. Puis eux, ce qui les intéresse, c'est de se réunir pour faire des manifestations. Ben, on fait la même affaire. On se réunit pour essayer de changer les choses. Comment je vais leur parler? Je n'ai pas la réponse, évidemment. Malheureusement, c'est le genre de questions que tout le monde aimerait comme sortir de sa poche. Ben, la vraie réponse, c'est comme ça que vous allez les rejoindre. Ça n'existe pas, mais c'est si on se pose des bonnes questions continuellement.
Donc, la question de base, qu'est-ce que vous avez à offrir et à qui? Parce que même ce groupe cible-là mérite d'être reprécisé. On parle des baby boomers. Lesquels? Ceux qui ont des bonnes retraites, ceux qui ont des mauvaises retraites, ceux qui travaillent encore, ceux qui vivent 6 mois par année à l'étranger, ceux qui vivent malheureusement des maladies, ceux qui sont pères aidants. Donc, on peut toujours redécortiquer nos publics cibles pour nous aider nous-mêmes, parce que finalement, le travail que nous, on a à faire, c'est d'aller chercher l'information pour mieux communiquer. Et donc, de toujours se poser cette question-là. OK, je veux parler à un... Souvent, là, dans les organismes communautaires, on va nous approcher puis on va dire, OK, ben moi, là, je veux une vidéo, 5 minutes. Je veux que ça parle aux donateurs, je veux que ça parle aux bénévoles, je veux que ça parle aux jeunes. En fait, je veux que ça parle à tout le monde. Comment on fait ça? On ne le fait pas. Je m'excuse, je suis désolé, je ne sais pas comment faire ça. Parce qu'il faut vraiment décortiquer à qui je m'adresse, il faut se poser ces questions-là. Donc, première question, on veut s'adresser aux jeunes, parfait, lesquels? Commencez de ça. Ensuite, ajouter un, qu'est-ce qu'ils veulent recevoir eux autres? C'est quoi leur centre d'intérêt? Et comment ça, je peux le réunir avec mon charisme et mes valeurs à moi? Parce que finalement, des valeurs, ça transcende. Je veux dire, c'est des choses sans temps. Pas 100 ans, mais 100 ans. Vous comprenez? Je vais arrêter là-dessus. C'est une très bonne question. Merci. Oui, à vous. Jean-Michel va oui. apporter le micro. Bon, en écoutant, là, moi, ça me fait penser que, en disant nos groupes cibles et puis qu'est-ce qu'ils veulent entendre, j'ai l'impression moi, d'être à l'extérieur et puis que les autres sont là-bas. Et je n'ai pas de relation avec les autres. Alors, je crois qu'on a plus une action, je dirais, une action relationnelle à établir pour comprendre ce que les gens peuvent avoir envie d'entendre. Et non seulement avoir envie d'entendre, mais d'avoir envie de partager pour aller plus loin. Et là, ce n'est pas juste un slogan, ça demande davantage. Je ne sais pas si on est en train de faire fausse route. C'est dans le sens du être avec. Hein? Parce que quand on a regardé comment on transmettait le message, c'est sûr qu'il y avait des aspects qui étaient liés à, oui, on a dit à nos attitudes, mais il y avait aussi cette relation. Il y en a qui l'ont nommé. Et si on veut atteindre quelqu'un, si on veut le connaître, si on veut partager des choses avec lui, si on veut l'écouter, si on veut lui offrir des choses, ça prend des terrains. Et c'est sûr que la possibilité d'être en relation véritablement, dans la mesure où c'est possible, et ça nous amène peut-être à une réflexion sur comment on vit l'intergénérationnel aussi. C'est une question de fond. Est-ce que c'est pas si facile que ça? C'est pas toujours juste en transmettant quelque chose à un plus jeune ou juste une expérience de vie qu'on va créer cette relation-là. Alors, c'est en soi un beau défi, mais vous avez raison. Je ne pense pas qu'on fait fausse route, par ailleurs, de se poser ces questions-là. Mais en tout cas, moi, personnellement, je vous entends bien quand vous dites qu'il y a une dimension relationnelle à travers laquelle tout ça doit se faire, là. Donc, à même nos milieux aussi d'engagement, quels qu'ils soient. Ça revient beaucoup à nos attentes également. Hein? C'est sûr que si on a des attentes de rejoindre 1 million de personnes, parce que là, on cible vraiment quelque chose d'extérieur à nous, de très gros. C'est nos attentes. Vous me permettez encore de prendre l'exemple, Sœur Duplessis, où est-ce que par année, il y a quoi, une centaine de jeunes filles de l'école qui viennent? Exact. Oui. Est-ce que vous voulez que je... Oui, reprenez-le. Oui, depuis peut-être à peu près 6-7 ans, il y a des étudiantes. Le collège est juste à côté de la maison mère. Donc, il y a des étudiantes qui, à l'heure du dîner, viennent visiter nos sœurs. Il y en a une centaine, 120 qui viennent par semaine.
Les sœurs sont jumelées avec une étudiante ou deux, même des fois trois. Et il y a des filles qui viennent visiter les sœurs pendant tout leur secondaire. C'est ça. Donc, C'est un super exemple, je trouve, d'avoir des attentes réalistes. Comment j'ai une influence réelle et comment je me laisse influencer réellement par cette centaine de jeunes filles qui passent à chaque année. Par contre, les questions peuvent être les mêmes, parce que c'est des questions qu'on se posait ce midi. Comment je les rejoins? Est-ce que c'est suffisant de juste m'asseoir avec elles? C'est un premier pas et c'est le premier pas nécessaire. Est-ce que c'est de cette façon-là que je suis sûr que j'ai créé un lien? Peut-être que oui, peut-être que non. Donc là, ça va être des activités. Fait qu'un projet de communication, c'est justement pas toujours une campagne complète. Ça peut être de dire, moi, je veux un partage intergénérationnel de vie entre une jeune fille de 14 ans puis une sœur retraitée de 70 ans. C'est pas retraité, ça? À quel âge vous avez droit à votre retraite? Regardons! C'est 90 et plus. 90 pour être retraité? Puis encore là. Hey! Alors, moi, j'espère me rendre à 60. Vous êtes incroyable. Voyons donc. Oui, non, ça, c'était une mauvaise utilisation du chiffre. Je suis désolé, j'en conviens. Oui, vous m'avez rejoint. Je me sens Il va falloir interpellé travailler à sur changer. sa perception. Exactement. Vous voyez, moi, je pensais que dans vos communautés à 70 ans, vous aviez le droit de faire des activités avec les jeunes. Quelle erreur. On pourrait peut-être donner la parole à Gisèle sur oui, le sujet. Oui. C'est pas du tout sur le plan direct des communications. Mais en entendant la question qui a été posée tout à l'heure au sujet des jeunes, comment rejoindre les jeunes et tout ça, c'est drôle, ce qui m'est venu à l'esprit, c'est tout le contenu de la conférence qu'on a eue, des 2 conférences qu'on a eues au dernier congrès de la CRC par Elena Lassida, qui nous a vraiment rejointes. Et ça donne un contexte intérieur et intercommunautaire aussi pour réfléchir à l'avenir, parce qu'elle nous a dit, ce qu'on va transmettre, ce n'est pas des institutions, c'est un souffle. Si déjà on arrive à transmettre le souffle, ça va être beaucoup. Ensuite, elle nous a dit, dans la période qu'on vit, on ne répétera pas ce qu'on a fait. Il faut toujours être ouverte à qu'est-ce qu'on peut inventer. On est dans la pauvreté, elle l'a dit comme ça, on est dans la pauvreté. Il faut qu'on trouve les moyens d'inventer et ensemble aussi. Alors, c'est comme une grille de fond qui, moi, m'est restée, en tout cas, puis qui est très significative. Puis, si vous n'avez pas entendu cette conférence-là, demandez à votre provincial ou à votre général de vous passer le texte, de vous passer le service des communications de la CRC l'a mis en ligne. On a pu l'entendre. C'est ça. Alors, c'est juste ça que je voulais. Mais c'est parfait. Je donnais l'autre fois une formation ou un atelier avec des jeunes influenceurs de communautés immigrantes avec l'Institut du Nouveau Monde, l'INM, qui est bien impliqué sur la participation citoyenne. Et on m'a demandé de donner une formation, je n'ai aucune idée pourquoi on m'a demandé ça, je pense qu'ils étaient désespérés, mais sur la pensée critique. Et pour moi, c'était fondamental que j'utilise le voir, juger, agir. Je ne pouvais pas utiliser ça pour parler au Québec de pensée critique sur la façon dont fonctionne le monde d'aujourd'hui. Fait que je vous ai volé ça. Je suis désolé, j'ai volé ça aux communautés, le voir, juger, agir, puis je l'ai utilisé de façon autonome. Non, mais sans farce. Et pour moi, ça rejoint ça aussi, ces petites activités-là, les façons dont on va parler aux gens à chaque jour. C'est aussi ça, votre apport énorme, encore aujourd'hui. C'est que votre façon même d'avoir vu le monde est littéralement différente de la société d'aujourd'hui. Et ça doit se transmettre. C'est quelque chose qui est extrêmement nourrissant pour n'importe qui l'entend. Fait que parfois, c'est dans la relation 1 à 1. Parfois, c'est dans la relation 1 à 20, puis on donne une conférence. Parfois, c'est dans une relation où on essaie de raconter ces histoires-là à un groupe plus grand. Mais peu importe où vous le faites, pour moi, c'est impossible de penser que vous pourriez ne pas vouloir le faire. Parce que ce serait une perte réelle pour la société. J'ai l'air bien sérieux, là, mais je le pense sincèrement.
Fait que, il faut le faire, il faut que vous le viviez dans vos communautés au jour le jour, dans vos relations. Puis en même temps, il faut trouver des moyens, malheureusement, de le transmettre, ça, à plus large, à plus grand que nous. On va prendre une autre question. D'autres questions? C'est une question de... Vous avez dit tout à l'heure que pour qu'un quelqu'un passe à l'action, il faut par exemple avoir le message 8 à 12 fois, ou du moins pour qu'il soit entendu. Et moi, je trouve qu'un défi, c'est que par exemple, nous, on est en contexte de changement, de transition, puis on désire partager l'évolution, les changements qui sont pris. Mais comment faire pour que ceux qui sont fidèles, dans le sens qui sont pas mal au courant, n'aient pas l'impression qu'on répète 15 fois les mêmes choses, et qu'en même temps, parfois on entend des choses, quand ça fait 10 ans qu'on ne le fait plus, mais le message n'est pas rendu. Donc c'est comme l'équilibre entre répéter de manière innovante pour que ça soit entendu et que ça fasse pas, ça ne lasse pas ceux qui aiment se tenir au courant. Oui. Pour moi, en fait, c'est qu'il n'y a pas de réponse, là. C'est cette réflexion-là qui est fondamentale. C'est comment je fais pour ne pas reprendre les mêmes mots et la même phrase, puis la rejeter à répétition sur quelqu'un. Surtout quelqu'un qui me suit. Et il faut comprendre qu'il y a une différence entre quelqu'un qui, par exemple, reçoit mon infolettre, quelqu'un qui est sur mes réseaux sociaux, ou quelqu'un que je vais contacter pour la première fois. Mais c'est fondamental d'avoir cette réflexion. Bravo, vous avez les bonnes questions que vous vous posez. Comment je fatigue pas ceux qui me suivent puis qui apprécient ma communication? Comment je vais en chercher des nouveaux? Puis entre ça, comment je m'assure que les informations sont également passées? Parce que s'il y a quelque chose qui se faisait il y a 10 ans et qui ne se fait plus, ça peut être bien que les gens finissent par comprendre que ça ne se fait plus. Fait que c'est vraiment des questions. C'est un processus de questionnement constant de la communication. Est-ce que je les rejoins de la bonne façon? Est-ce que je les rejoins trop? Puis ça, là, ça se valide. On parlait d'évaluation plus tôt. Là. Pour moi, c'est fondamental en communication. Validez-le. À un moment donné, prenez le téléphone, appelez quelqu'un qui reçoit souvent vos communications, puis dites, c'est-tu fatigant, recevoir notre courriel à chaque semaine, chaque mois, je ne sais pas. Là. Non, j'adore ça, c'est très nourrissant. OK, merci. Penses-tu qu'on pourrait améliorer quelque chose? Oui, ça, là, j'ai toujours voulu en savoir plus sur tel... OK, parfait. Ouais, non, en fait, je l'en reçois trop. Ah, parfait. OK, on va faire attention. Fait que c'est vraiment, là, c'est une danse, la communication. Fait qu'on essaie, on fait des pas, l'autre personne fait des pas, puis on apprend ensemble. Et donc, si on n'est pas dans la relation, si on n'est pas... Puis une relation, ça peut être à distance aussi, là, à travers les Internets. Il y a une question ici. Mais nous, dans l'équipe, on se disait qu'il y a comme une tension entre un message fort, quelque chose de punché, un slogan. Puis là, on se disait, c'est utile d'avoir un site Internet qui dit toute notre histoire, puis dit... Puis là, on se disait que peut-être avoir le message fort ou quelque chose qui rejoint, c'est important. Puis après ça, peut-être que les gens vont avoir le goût d'aller sur le site ou aller avoir un substrat plus nourrissant, plus solide. On ne peut pas rester rien que dans des choses sur le dessus, des belles phrases choc, puis avoir rien en dessous. Si on va aller se documenter ou aller plus loin, on a des ressources, des archives, ou les sites Internet ou quelque chose. On pense qu'il y a une belle tension, je pourrais dire, entre les deux, qu'il ne faut pas négliger l'un comme l'autre. Parce qu'en communication, on nous dit, pour être bref, pour être lu, il faut être bref. Vous avez dit tantôt, si je compte ma vie 1 heure de temps, pas intéressé. Alors, être bref pour être lu, mais une fois qu'on a été entendu, peut-être que quelqu'un voudra aller plus loin et là, il faut avoir autre chose pour nourrir. Absolument. Oui, cette tension-là, c'est très bon apport. Exact. Comment on la garde aussi active, cette tension-là, entre donner juste un peu d'informations pour titiller l'esprit et dire, mon Dieu, qui m'a donné cette information? C'est donc bien intéressant, je vais aller en chercher plus. Mais avoir le contenu derrière pour soutenir aussi ce qu'on est en train de dire. Ouais. Je ferai un petit commentaire sur ça. Des fois, quand on va sur le site Internet des communautés, c'est souvent l'histoire. Hein? L'histoire de la fondatrice, les premières écoles, les premiers hôpitaux, le premier travail social, etc. Et c'est intéressant
parce que ça permet de connaître ce qu'est quand même la communauté, d'où elle émane. Ça permet de voir aussi le charisme. Peut-être qu'on oublie des fois de mettre les questions du jour à l'heure. C'est-à-dire que au-delà de l'histoire qui nous représente, on continue de la vivre, cette histoire-là. On est encore vivant, vous l'avez dit tantôt. Et ça, souvent, à l'interne, pour celles qui ont par exemple, des communications internes par Internet ou qui ont accès à des courriels à l'interne, souvent, ce partage d'informations-là peut se faire. Mais à l'externe, la personne qui va aller sur le site Web, très souvent, elle n'a pas la réalité d'aujourd'hui. Puis on ne devrait pas avoir peur de la montrer. Puis on n'a peut-être pas nos propres questionnements qui pourraient interpeller d'autres personnes pour nous aider justement à voir comment cette histoire-là peut se continuer. Tu sais, quand on disait on ne va peut-être pas transférer des institutions, on va transférer des charismes, on va transférer pas nécessairement des bâtiments, mais on va transférer des actions, puis on va les transmettre, puis en même temps, avec les questions de l'heure que se posent les gens qui vont sur votre site Internet, on va tenter de faire un cheminement avec eux. Donc, il y a ça aussi, comment on parle de nous. Et l'histoire, ce n'est pas juste pour une personne qui a étudié en histoire, c'est ma discipline, ce n'est pas juste le passé. C'est certainement pas juste le passé. Et je pense que les gens auraient avantage à vous entendre dans vos propres questionnements d'aujourd'hui, parce que ça colle aussi à leurs questionnements à eux. Les lendemains, là, ils ne sont pas très bien définis pour personne. Donc, on ne parle pas de fin en soi, là, mais on parle d'un changement social majeur, important, ici et ailleurs, politiquement, économiquement, etc. Donc, vous n'êtes pas en dehors de la traque, là. Vous êtes dans les mêmes questions que bien d'autres vont se poser. Donc, pourquoi pas les partager ensemble, ces questions-là, que ce soit sur votre site Web ou ailleurs, bien que de présenter d'où on émane, qui on est et toutes nos contributions, pour moi, c'est majeur. Mais peut-être qu'on a avantage à ne pas en rester là dans notre définition aussi de l'histoire. C'est le gros défi. C'est le gros défi. Est-ce qu'on vous offre une petite pause? Oui, alors on vous offre une petite pause présentée par la CRC.